vers 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Alors que l'on parle de plus en plus d'une nouvelle vague de contamination au coronavirus à travers la planète, avec pour corollaire des reconfinements des populations par endroits, la communauté scientifique a choisi de mettre à la disposition du monde des vaccins. Pfizer-BioNTech, le premier vaccin à être utilisé dans le cadre de la campagne de vaccination européenne, débuté le 27 décembre 2020, est désormais rejoint par Moderna, Sputnik V, AstraZeneca, pour ne citer que cela. L'Europe, l'Amérique, l'Asie et une partie de l'Afrique ont commencé à se vacciner. Comme par le passé, l'Afrique noire est à la traîne, à l'exception peut-être de la Guinée équatoriale qui vient de recevoir 100 000 doses d'un vaccin anti-Covid développé par la firme Sinopharm. 50 000 personnes à vacciner, dont le président Teodoro Obiangema Bazogo. Au Cameroun, par contre, aucune nouvelle stratégie en place, alors que l'on parle de plus en plus de vaccins. Le ministre de la Santé a choisi, lui, de rappeler les chiffres. Cas positifs 33 749, cas guéris 31 362 et 523 décès. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le début du journal. Et tout de suite, le fait du jour. Covid-19 et vaccin, le Cameroun observe encore. Pour tenter de comprendre, nous avons invité un plateau et des médecins et des politiques, mais aussi également du côté de la diaspora où nous aurons le docteur Jean Chou depuis Montréal et un autre qui travaille dans le cadre des institutions pharmaceutiques en Belgique, Emmanuel Fomo. Je commence par ce plateau. Bonsoir. Raphaël Ndougou. Bonsoir, c'est Alain Autour. Bonsoir à votre équipe technique. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs du côté du Cameroun. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux du côté de l'Hexagone. Vous me permettrez, si vous le voulez bien, de dire juste tous mes encouragements à ma propre famille qui a perdu, nous avons perdu notre maman samedi dernier, Madame Odila Tangana, à qui nous souhaitons justement que nos ancêtres l'accueillent auprès du Saint-Père là-haut. Nous pensons que nous allons être à la hauteur de supporter sa disparition, elle qui nous rassemblait à chaque fois. Elle s'apprêtait d'ailleurs nous rassembler à l'occasion de son anniversaire le mois prochain. Malheureusement, elle va nous rassembler dans le cadre de son enterrement. Toute la grande famille Ongbandougwadon, par ma voix, nous disons beaucoup de courage à nous-mêmes. Merci de m'avoir invité. True Walters, you're welcome. Thank you very much for associating the Popular Action Party into your prestigious panel. I wish to say good evening to those in the Northwest and the Southwest, those in the Kondengi Central Prison, Principal Prison. I'm thinking about Mancho BBC, who was not freed after Mama. Avec vous, Faustin Zodjou. Covid-19 a atterri, on va le dire comme ça chez nous, en mars 2000, bientôt un an. Il y a eu la crise des masques, voilà. Après la crise des tests Covid, maintenant on parle de plus en plus de vaccins. Il y a toute une polémique là-dessus. Et on voit comment ça se passe à travers la planète. Pourquoi le Cameroun reste silencieux sur ce dossier, selon vous? En fait, depuis déjà l'apparition du coronavirus au Cameroun, il faut dire que nous ne nous sommes jamais véritablement engagés pour la riposte. C'est-à-dire qu'on n'a jamais véritablement rien fait, même si nous n'avons pas peut-être été touchés comme beaucoup d'autres pays du monde. C'est justement parce que notre situation, notre zone géographique ne permet pas la propagation facile du virus. Mais il faut dire qu'il y a des variants qui se développent actuellement et on ne sait pas si dans les jours à venir, dans les mois à venir, on va avoir d'autres variants qui pourront supporter de plus en plus à la chaleur et que nos pays seront obligés de faire face comme les pays de l'Europe de l'Ouest et comme l'Afrique du Sud, comme la Chine. Et si jusqu'à présent on ne parle pas de vaccin, c'est parce que le gouvernement
continue de fonctionner et comme dans n'importe quel autre dossier. C'est-à-dire qu'on attend d'abord voir si les gens vont commencer à mourir à chaque bout de la rue pour qu'on se pose la question de savoir si aussi on va vacciner. Et pourtant, lorsqu'on est une nation, lorsqu'on est gouverné, lorsqu'on est dans le souci de préserver sa population, à chaque fois qu'il y a une situation qui stresse et qui inquiète le monde, on se met aussi en pole position pour se demander et si cela arrive en cascade chez nous comme ça arrivait chez les autres. Mais nous sommes, par exemple, les Camerounais ne sont même pas informés du vaccin, si ce n'est que lorsqu'ils regardent les médias internationaux. C'est peut-être la première fois qu'un plateau est organisé au sujet de ces vaccins dans notre pays. Ça veut dire que le gouvernement, lui, ne fait même pas cas et les ministres de la Santé continuent à nous rappeler les chiffres et ces chiffres sont de plus en plus alarmants dans la mesure où il y a une nouvelle vague de contamination. Est-ce qu'il fait donc mal de rappeler les chiffres? Non, il ne fait pas mal de rappeler les chiffres, mais on ne va pas se limiter aux chiffres. Peut-être lui... Peut-être pour une meilleure prise... Il ne peut rien faire tout seul parce qu'aujourd'hui on ne peut plus parler des mesures barrières. Cela a déjà été oublié par le gouvernement lui-même. Pour preuve, on a des conférences, des réunions qui se tiennent dans des ministères. On a des ministres où les gens n'ont pas de masque. Les chantiers, les gens n'ont pas de masque. Parfois les ministres, parfois les ministres, lui, il a son masque. Mais ceux qui sont dans la salle n'ont pas de masque et cela ne met personne. Et ces masques même n'ont jamais été véritablement portés. On n'a pas vu les gens dans le taxi avec les masques. On n'a pas vu les gens sur les motos Benskin avec des masques. Vous n'irez pas voir des gens au marché central avec des masques. Vous n'irez pas dans des églises voir des gens avec des masques. Les élèves sont dans des salles de classe, ils n'ont pas de masque. Les étudiants n'ont pas de masque. En fait, on ne s'est jamais véritablement préservé. On ne s'est jamais véritablement protégé face à cette situation. Et si aujourd'hui on ne parle pas des vaccins, c'est parce qu'on a comme l'impression que nos dirigeants attendent et ils espèrent que peut-être un Dieu, un ange, une chance ou la fortune du moins, que quelque chose va nous empêcher, va nous empêcher d'être véritablement attaqués comme les pays d'Europe de l'Ouest. Vous voyez, on est dans une période très critique où tout le monde entier est en évolution. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on fera demain si à jamais le corona arrive dans nos pays? On ne parle plus parce que les variants qui se développent sont de plus en plus, parfois, qui résistent de plus en plus aux mesures barrières. D'autres deviennent de plus en plus contagieux. Ça fait que il est important que nous commencions de demander si demain nous nous retrouvons dans la même situation que l'Italie, que l'Afrique du Sud, que les autres pays qui souffrent de cette maladie, de cette pandémie. Qu'allons-nous faire au lieu de seulement contracter des prêts chiffrés à des cinquantaines de milliards pour aller finir un stade qui avait déjà été livré ou du moins qui a déjà été construit depuis 2018. Restons Covid. Voilà. Joe Walters, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude? Well, ce n'est pas une préoccupation comme chez les autres? Pourquoi on ne parle pas assez vaccin au Cameroun? I would have asked you that. Why is it that Samuel Kleda's medicines concoctions was not taken into consideration? Why is it that Dr. Peyum concussion was not taken into consideration and many other Cameroonians? I'll first of all give my sentiment, mon sentiment personnel par rapport à ce sujet, et puis deux analyses à deux niveaux. Macroéconomique selon les chiffres, les indicateurs donnés par le ministre de la Santé publique et en relation avec la situation économique du Cameroun financièrement. One, my personal sentiment. J'ai l'impression que cette affaire est politisée. Vaccin. Bon, quand vous regardez du point de vue macroéconomique, on dit 33 000 cas, 31 000 guéris, oui. 2200 actifs, 58 sur oxygène. Et puis, c'est insignifiant. 38 sur oxygène. Et 58 UPEC, je ne sais pas, le médecin spécialiste. 158. Voilà. Donc 158 UPEC. En UPEC. Bien. I wanted to say that this issue is becoming serious at the international level and politicized in Cameroon. Why? Because quand vous regardez les chiffres donnés par le ministre de la Santé publique, quel était l'indicateur de mesures clés
pour sortir ces chiffres. Parce que au quotidien, moi, je vis la réalité. J'étais au marché Cololon aujourd'hui. J'étais le seul qui avait le masque. J'ai demandé pourquoi vous n'apportez pas le masque. Ça a tiré la foule vers moi. J'ai demandé à ceux qui étaient autour de moi que pourquoi vous n'avez pas abordé vos masques. Il y avait toute une foule qui s'attirait vers moi. Je me suis senti en insécurité. Qu'on va dire que j'ai organisé les marches à Cololon et puis on va venir m'arrêter aussi comme on a fait avec Kamto qui était illégalement. Donc je me suis fondu dans la nature. C'est pour vous dire que je vis la réalité de ces gens-là. Le Cameroun, le gouvernement camerounais n'est pas sérieux. Je ne sais pas si le médecin, je vais vous dire quelque chose. Si vous buvez le coca et qu'on vous effectue un test du Covid-19, ça sort négatif. Ça sort positif. Je ne sais pas s'il va me démentir. J'en ai déjà fait dans mon quartier, on a fait. C'est sorti. Donc si vous buvez le coca et qu'on vous effectue, vous passez au scanner du test du Covid-19, ça sort positif. Maintenant, quelle est la crédibilité de ces matériels de test de Covid-19? Je m'interroge. Because les nombres de tests qui ont été donnés au Cameroun, combien ont été effectués? Jusqu'à là, on n'a pas vraiment un plan, un tableau récapitulatif des régions, des départements, de l'arrondissement, comment ces tests ont été faits pour ces chiffres-là. Je critique les chiffres. Je demande au ministre de la Santé publique de se ressaisir et dire aux Camerounais combien de tests ont été effectués jusqu'à là. On a Exim Bank China qui a donné 75 milliards pour les PB, les ordinateurs PB dans les universités aujourd'hui qu'on ne sait pas où c'est parti et les data centers qui ne sont même pas encore créés. En dette totale au Cameroun, on a 9117. Donc chacun sur ce plateau, les Camerounais doivent 500 000 à l'étranger pour payer les fonds du Covid-19 détournés. Then here, why is it that the vaccine, Cameroon is not going for the vaccine? C'est parce que Dieu nous aime. Covid-19 n'est pas la bienvenue au Cameroun. Parce que quand vous regardez comment les gens circulent dans la rue. Mais il fallait pouvoir venir au Cameroun et la salle est remplie. Il n'y a même pas les mesures barrières. Le gouvernement parle de quelles mesures barrières et de quels vaccins. Pourquoi vous n'avez pas considéré Samuel Cléda, les trucs de Samuel Cléda et Dr Payou et autres? Les boîtes de nuit sont bondées de Camerounais. Ils boivent de 6 heures de 18 h à 6 h du matin. Il n'y a pas Covid-19 là-bas. J'étais au marché Kouloulou, il n'y a pas. À Yaoundé, parce que moi-même j'ai fait des recherches, j'étais au marché Frundi, personne n'avait le masque. Marché Mokolo, à Yaoundé, personne n'avait le masque. Vogada, personne n'avait le masque. Attendez. Marché Central, personne n'avait le masque. Y compris vous-même? Non. Je vous ai dit qu'au marché Kouloulou... Attendez, vous avez dit que vous aviez le masque au marché Kouloulou. Oui. Je demande au marché Frundi, vous n'aviez pas le masque, vous? J'avais le masque, mais personne n'avait le masque. Vous êtes toujours le seul à avoir le masque. Et seul à avoir le masque. Vous êtes toujours le seul à avoir le masque. Non, je ne sais pas, c'est le constat que j'ai fait. Ok. Bon, parler du vaccin, vraiment, pour moi, c'est banaliser cette affaire. Okay. Laissons le vaccin et croire à ce que le Cameroun a proposé. Certains Cameroun ont proposé pour combattre ça. Thank you, Joe Walters. D'abord, on accueille Docteur Itoa, bienvenue. Merci. On s'inquiétait déjà un peu, hein? Oui, j'avais encore quelques obligations professionnelles et les embouteillages de Douala ne facilitent pas également la circulation. Voilà, docteur, je commence par vous. Le vaccin, pourquoi? Est-ce que c'est une priorité pour le Cameroun, pour le moment? Alors, vous-même, lorsque vous êtes parti de votre bureau pour ici, les Camerounais avaient-ils des masques? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Nous sommes bénis, comme on dit. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que nous sommes... On parle de recrudescence, mais c'est comme si les gens ne sont toujours pas conscients du danger. Non, je ne pense pas. Dû à certains facteurs démographiques, peut-être génétiques, climatiques, l'Afrique, y compris le Cameroun, semble relativement s'en sortir mieux que les pays occidentaux qui comptent les morts par centaines chaque jour. Si on compare nos statistiques, nous sommes, disons, relativement plus épargnés. Cela dit, de façon absolue, c'est quand même trop. Le ministre de la Santé publie régulièrement les résultats. Nous venons de voir que lors des 30 derniers jours, nous avons perdu quand même 68 personnes
dû à cette pandémie. C'est beaucoup. C'est à peu près l'équivalent des morts, des accidents de la voie publique. On est à plus de 5000 nouvelles contaminations dans les 30 derniers jours. C'est beaucoup. Et je suis toujours très inquiet parce que dans l'histoire naturelle de l'évolution de la pandémie, nous voyons que quand il y a une recrudescence des cas, au départ, ils sont asymptomatiques, mais dans les 3 semaines à 1 mois, ils commencent à être graves. Parce que vous savez, dans l'histoire, vous contractez le Covid, 5 à 10 jours, vous êtes positif, 10 jours, vous avez des signes mineurs, 3 semaines à 1 mois, vous avez des signes graves. Donc, moi, je suis très inquiet par rapport à cette recrudescence de l'épidémie. Et je suis sûr que, déjà de façon empirique, les hôpitaux commencent à se saturer. Je pense que la Quintini commence à se remplir, l'hôpital général, le site Orca et même des cliniques privées qui sont d'ailleurs la clinique Dr Tenga. Oui, justement, il devait être avec nous ce soir. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de... Que vous connaissez très bien. Oui. Ils reçoivent énormément de cas. Des gens décèdent. Je pense qu'aujourd'hui, chaque Camerounais a au moins une personne décédée de Covid qu'il connaît, soit dans son environnement proche, soit dans son environnement un peu plus éloigné. Donc aujourd'hui, le Covid est une réalité que personne... La question qu'on se pose donc, pourquoi le gouvernement ne pense pas au vaccin donc? Je pense que le gouvernement pense à toutes les solutions, je pense. Et principalement, je ne suis pas dans l'équipe qui met en place c'est la riposte contre le Covid, mais selon des indiscrétions, j'ai lu un article de la presse en ligne qui faisait état de la venue bientôt de 7 millions de doses de vaccins. Vous savez que dans le dispositif, dans la course, puisque aujourd'hui le vaccin est devenu, je veux dire, la principale et la dernière solution mondiale, parce que tout le monde a essayé un peu les couvre-feux, les confinements, et ainsi de suite, ça ne marche pas. Aujourd'hui, tout le monde, le monde entier s'accroche sur les vaccins. Israël a déjà vacciné 40%. Et Israël souhaite être le premier pays à avoir exactement le coronavirus. Et il y a des chiffres. Selon Bibi Netanyahu, le premier ministre. Exactement. Et ça commence déjà, les résultats commencent déjà à se faire sentir. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont commencé la vaccination, il y a une chute brutale du nombre d'hospitalisations des personnes de plus de 60 ans. Les premières personnes qui ont reçu le vaccin. Donc le vaccin, ça marche. Et ça dépend évidemment du type de vaccin, de la souche circulante et de l'organisation logistique, parce que le plus difficile dans les campagnes de vaccination, c'est l'organisation logistique. Vous savez que la plupart de ces vaccins sont conservés à des températures très, très, très froides. Et il faut toute une logistique nécessaire pour pouvoir organiser. Et ce n'est pas tous les pays qui s'en sortent. Un pays comme la France, d'ailleurs, n'arrive pas à faire avancer leur stratégie de vaccination parce que la logistique est assez chaotique. C'est pour cela d'ailleurs que le vaccin russe présente un certain nombre d'avantages parce que oui, parce que lui peut se conserver à une température de moins de 2 degrés qui sont assez proches de nos congélateurs et frigos ici dans les zones tropicales. Donc, dans le dispositif... On dit qu'il est efficace à 91%. Exactement, c'est ce que les récentes études ont dit. Maintenant, dans la stratégie africaine, dans la course vaccinale, parce que chaque pays fait un peu du protectionnisme vaccinal, essaye d'acheter le maximum de doses pour vacciner sa population. Et l'Union africaine essaye de mettre en place un lobbying pour que tous les pays fragiles puissent bénéficier également de cette vaccination. Ce dispositif s'appelle COVAX, où ils achètent donc de façon groupée, ils essaient d'acquérir de façon groupée les doses. Je pense qu'ils ont déjà reçu 210 millions de doses et qui sont en train de repartir entre les divers pays africains. Et donc dans cette répartition, je pense que le Cameroun va recevoir 7 millions de doses qui sont préférentiellement destinées déjà au départ pour les personnels de soins. Donc près de 1000 ont été infectés et certains même sont décédés.
Donc, la stratégie, c'est une stratégie globale, c'est une riposte globale, c'est une riposte africaine. Il va falloir être... Docteur, toi, vous dites que le personnel qui a déjà été infecté, est-ce qu'on nous a appris que le vaccin est préventif, non? Ça dépend du type... À ces personnes-là, on doit leur donner le médicament du docteur Cléda, de Monseigneur Cléda. Quand on est déjà infecté, est-ce qu'on a encore besoin du vaccin? Alors, bon, si vous me permettez, je vais quand même décrire on nous ramène dans nos cours, ces types de vaccins. Oui. Il y a à peu près 2 types de vaccins qui sont en ce moment en circulation. Il y a des vaccins, le principal, le vaccin à ARN messager. Alors, si vous vous rappelez un peu vos cours de biologie, l'ARN messager est un peu comme la photocopieuse d'un grand livre qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est les livres et tout ça qui ont la recette, par exemple, c'est-à-dire que, par exemple, la recette qui est dans le foie à la recette de la production de l'insuline, et ainsi de suite. Donc, l'ARN vient donc copier ce grand livre, vient donc photocopier ce grand livre qui est dans l'ADN. Et donc, il est donc injecté grâce à un mécanisme des véhicules nécessaires pour injecter dans l'organisme, mais en raison de la technologie qui a pu avancer, il n'entre pas au niveau du noyau. C'est-à-dire qu'au niveau du noyau, le noyau se trouve l'ADN, qui peut effectivement entraîner une modification génétique. Il reste au niveau du noyau, au niveau des ribosomes. Et c'est nous-mêmes, notre organisme, qui fabriquons maintenant la protéine S du virus, sur laquelle, en réalité, qui permet au virus de pouvoir entrer dans notre cellule. Et donc, ça fait depuis 1990 que cette technologie elle est connue, mais on n'arrivait pas encore à vraiment trouver le bon mécanisme. Et grâce à cette pandémie, les scientifiques ont pu réussir. C'est une prouesse technologique importante qu'il faut saluer. Et c'est aujourd'hui, grâce à ça, que nous voyons des résultats intéressants en Israël, intéressants aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avions des statistiques d'environ 1000 morts par jour, 2000, 3000 morts. Aujourd'hui, plus la vaccination progresse, plus le nombre de morts par jour diminue aux États-Unis. Okay. Donc, il faut espérer. Maintenant, il y a quand même un bémol, c'est que le virus mute. Et aujourd'hui, il y a la plus grande préoccupation du monde scientifique est la mutation sud-africaine, qui semble résistante à un certain nombre de vaccins, tels que les Moderna, AstraZeneca et Pfizer. BioNTech. Exactement. Ok. Bon, pour vous, Raphaël Edougou, vous avez suivi 7 millions de vaccins qui sont en route. C'est une note d'espoir. Je pense que, premièrement, le Cameroun doit continuer à observer tel que la thématique l'indique, même si les solutions... Il y a des morts, là. Oui, il y a des morts, même si les solutions sont en train d'être prises. Oui. Pour la simple raison que le vaccin qui va marcher dans des pays X du côté de l'Europe ne va pas forcément marcher avec M. Ndougou qui parle, parce que lui, il est un Africain. Il a ses anticorps un peu plus différents. Je peux dire que tout à l'heure, vous allez croire que c'est la blague. J'ai été malade une fois et j'ai voulu me faire vacciner contre l'hépatite B. Le médecin qui m'a examiné avant la vaccination m'a dit « Mes anticorps luttent contre l'hépatite B et donc je n'ai pas besoin d'être vacciné. » Vous comprenez donc qu'un exemple comme celui-là doit pouvoir amener le gouvernement à observer qui continue à trouver des solutions, c'est-à-dire à réfléchir. Parce que si aujourd'hui, vous avez posé la question tout à l'heure au docteur, s'il y a des morts, ou alors si quelqu'un a été contaminé, il faut mieux d'abord le soigner. Je suis d'avis. C'est-à-dire qu'il faut d'abord soigner avant maintenant de vous prévenir contre une nouvelle contamination. Or, actuellement, nous avons encore quand même des cas. Il faut d'abord trouver un moyen pour guérir ces cas. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais certains cas sont en train d'être guéris. C'est pour cette raison que, dernièrement, j'ai vu là que le monseigneur avait libéré sa recette, ou alors avait indiqué sa recette. Peut-être c'était vrai ou faux, je ne sais pas. Mais il vaut mieux également continuer
à aider ceux qui ont pu faire des recherches dans le cas de la guérison de cette maladie. C'est-à-dire que le vaccin, oui, mais il faut continuer à subventionner ceux-là qui font des recherches, comme monseigneur qui est là, je crois, à chaud tout à l'heure disait, parler de médecins. Alors, si on subventionne ces gens, ils peuvent également accompagner le gouvernement dans le cadre de la recherche de la guérison. Moi, je suis gêné par le vaccin qui arrive. Surtout que dans nous voyons sur la toile, on nous brandit des vidéos comme quoi, dans tel pays, il y a le vaccin, tel est mort, tel nombre de morts, ça fait peur. Et si le gouvernement venait à s'empresser d'aller chercher des vaccins, et quand on a des morts ici, M. Fauting va encore dire, ce gouvernement ne réfléchit pas avant d'aller chercher le vaccin. Donc il faut mieux observer, il vaut mieux trouver de bons vaccins afin que véritablement les Camerounais soient prévenus de ces maladies. Ok, merci. Non, permettez, on va prendre d'abord Emmanuel Fomon. Bonsoir Emmanuel, vous êtes à Bruxelles en Belgique, vous êtes cadre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux chers téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je fais comme ça aussi un grand salut aux promoteurs de la start-up germano-camerounaise Senbon qui, j'espère, va permettre d'aider les Camerounais au niveau sanitaire à travers les bons de santé qu'ils émettent. Voilà, bonsoir à tout le personnel également d'Equinox Télévision. Voilà, Emmanuel Fomon, vous êtes cadre dans un laboratoire pharmaceutique à Bruxelles, en Belgique. Pour vous, là-bas en Belgique, depuis janvier dernier, les Belges, déjà, vous allez nous donner la tranche d'âge, hein, ces 3 vaccins qui sont inoculés comme ça aux populations de Belgique, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca et Moderna. Pourquoi ces 3 ? Ben écoute, vous savez bien que le processus de certification des vaccins en Europe obéit à un certain carnaval. Il y a tout un processus qui est d'abord validé par l'Agence européenne de médicaments qui est basée aux Pays-Bas. C'est une agence d'ailleurs qui était basée précédemment à Londres et suite au Brexit, on a déménagé le siège de l'Agence européenne de médicaments aux Pays-Bas. Donc un vaccin... ça nécessite tout un processus. Il y a des tests, il y a des phases de tests et quand on arrive à des taux d'immunité supérieurs à 90%, comme on le présente souvent, c'est qu'il y a eu des experts, beaucoup de travail scientifique derrière. En Belgique, on a eu le choix d'abord de la vaccination Pfizer-BioNTech. On a eu Moderna, ensuite le vaccin américain Moderna, et AstraZeneca, qui d'ailleurs a des usines de production en Belgique, mais du fait que l'entreprise appartient aux Anglais, c'est une entreprise britannique, la Grande-Bretagne a posé son veto. Ça veut dire que les vaccins ne pouvaient pas être vendus en Europe, aux autres pays européens, puisque la Grande-Bretagne ne faisant plus partie de l'Union européenne, elle n'était plus astreinte aux conventions qui avaient été signées avant le 31 décembre. Donc, Astra a priorisé la Grande-Bretagne et tout récemment, il y a quelques jours, je crois, le vaccin a reçu l'accord des autorités européennes. Et le processus de vaccination fait l'objet d'une coordination par une task force européenne. Les commandes en Europe sont passées par l'Union européenne. Il y a des conventions qui ont été signées avec des laboratoires. Et à ce jour, en Belgique, on a priorisé, au-delà de la tranche d'âge, comme vous venez de l'indiquer, on a vacciné par ordre de priorité. Depuis le 5 janvier, par exemple, on a commencé par des personnes extrêmement âgées, qui sont les seniors qui sont dans les maisons de repos. On a trouvé que c'est des personnes qui sont fragiles. Et ça, c'est un travail scientifique. Je crois qu'il y a une question, un problème au Cameroun. Le gouvernement n'a pas réuni un groupe d'experts, un groupe de scientifiques pour parler du corona. On s'est limité parfois à des communications gouvernementales qui sont des tweets du ministre, qui sont une publication comme ça des statistiques des malades. Je crois que notre pays est doté de suffisamment de matières grises, aussi scientifiquement, qui pouvaient, n'est-ce pas, faire ce travail d'expertise. Les décisions européennes qui sont prises, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est des experts, c'est un travail. Il y a des groupes
scientifiques, des experts, des virologues, des immunologues qui travaillent sur ce projet. Et donc, on a en Belgique, par exemple, classé, on a priorisé les personnes âgées, les personnes qui sont atteintes de pathologies et dont les anticorps sont l'immunité est assez faible. On a priorisé cette tranche de la population. Et depuis quelques jours, il y a des centres de vaccination qui sont publiés. Les populations, d'ailleurs, reçoivent des convocations, des invitations à se vacciner dans les différents points de vaccination qui se multiplient. Et je voudrais aussi tirer la sonnette d'alarme parce que nos concitoyens camerounais ont tendance très souvent à croire que, voilà, qu'il s'agit d'une création comme ça. Et on se dit parfois que, grâce à une hypothétique intervention divine, que le Cameroun s'en sort encore très bien. Mais je crois qu'il faut faire très attention parce que le coronavirus, il est extrêmement dangereux, il tue. Et d'ailleurs, les Européens n'ont pas arrêté leur économie par hasard, par plaisir. Les compagnies aériennes. On a aujourd'hui plus de 900 avions à Toulouse qui sont stationnés. Il y a des avions qui ne voleront plus, qui ont été démontés parce que ces avions ont été attaqués par des rouilles et tout. Les mécanismes ne fonctionneront plus parce que voilà, il n'y a plus de passagers. Au Canada, par exemple, on a des compagnies aériennes qui ont mis la clé sous le paillasson. Bruxelles Airlines, par exemple, survit encore grâce à l'Afrique. Merci Emmanuel. On va justement aller au Canada. On nous attend, vous le voyez au bas de l'écran. Le docteur Jean-Thiou Pléfost. On va dire bon après-midi, hein? Oui, bon après-midi, Serge Alentou. Bonsoir mes companélistes. Et un bon après-midi à l'équipe de l'école de Marois 3, donc l'école des parents du Cansonnel. Donc je commence par là en disant qu'effectivement les enfants, c'est la force un peu de la nation et c'est aussi ça qui protège un peu l'Afrique. Jean-Thiou, gastro-entérologue, pédiatre, vous êtes à Montréal au Canada. Pour vous, vous avez commencé aussi les vaccins là-bas, au Canada? Oui, absolument. Et quel vaccin? Pourquoi? Oui, tout à fait. Les vaccins ont commencé au Canada. Donc, actuellement, on a les deux, le vaccin Moderna et le vaccin de Pfizer-BioNTech. Les deux sont utilisés indifféremment. Et actuellement, le programme de vaccination est de plus en plus répandu puisque en date d'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a déjà un total de plus de 1 300 000 vaccins qui ont été administrés. Si on regarde par rapport à la population canadienne dans son ensemble, ça représente 6% de la population canadienne. Et si on regarde en termes de rythme de vaccination, les personnes les plus fragiles sont les premières qui ont été vaccinées. Et ça va être aussi ce qu'on va pouvoir discuter dans le cadre de ces débats, c'est-à-dire quelles sont les priorités vaccinales. Donc, le programme de vaccination, lorsqu'il est mis en place, repose sur les priorités qui tiennent compte des personnes les plus à même de décéder. Donc, j'avais ici très rapidement je ne sais pas si vous m'entendez, Serge Alentou. Oui. Si, on vous écoute. Oui, c'est ça. Donc, j'avais ici une petite courbe très rapidement pour montrer l'importance de comprendre tout ce qui se passe à l'échelle planétaire subit aussi finalement un décalage temporel qui est attendu. Donc, l'histoire, on doit vraiment regarder l'histoire pour comprendre le présent. Donc, si on regarde à l'échelle mondiale, l'évolution de ce virus qui a commencé en Chine et qui a progressé d'abord en Europe, puis après en Amérique latine, en Amérique du Nord, et puis finalement l'Afrique, on voit que globalement, actuellement, en nombre de cas, l'Afrique reste une des régions la moins touchée, même s'il y a encore beaucoup de zones, notamment au Maghreb ou en Afrique du Sud, où le nombre de cas dépasse déjà les millions. Et on regarde maintenant pour ce qui est des décès, et ça c'est aussi quelque chose qui est important. On se rend compte que là encore, l'Afrique et le Cameroun en particulier est dans une zone considérée comme tiède. Il y a des pays où il y a encore moins de décès que le Cameroun. Et ça, c'est un élément important qui rejoint finalement la population en termes de répartition de
histogramme de la population. Si on regarde pour ce qui est du Canada, par exemple, la population canadienne, l'âge moyen est de 40 ans pour la médiane de 40 ans, alors que la population camerounaise, l'âge médian est de 19 ans. Donc, les facteurs qui vont être associés en termes de décès sont les facteurs liés à l'âge, premièrement, et l'autre facteur qui est important, ce sont les facteurs qui sont dus à l'exposition en termes de proximité et charge virale. Et c'est pour ça que lorsqu'on tient compte des personnes qui sont décédées, il y en a eu au Cameroun plus de 400 décès. Donc, l'une des choses qui apparaît, c'est que ce sont des personnes, les soignants en premier lieu, ceux qui sont exposés aux personnes malades. Et c'est important lorsqu'on va réfléchir au programme vaccinal de prendre en compte cette épidémiologie. Qu'est-ce qui fait la mortalité et la morbidité? Ici au Canada, ça va être les personnes en institution. Fort heureusement, dans la communauté et dans l'environnement camerounais, il y a moins de personnes qui sont en institution. Par contre, les soignants sont exposés au cas de gravité de COVID. Donc, c'est important de les protéger. C'est important de protéger aussi les personnes qui sont exposées aux voyageurs. Je prends l'exemple de tous ces agents d'aéroport qui sont en contact directement avec les voyageurs. Et puis finalement, tout le tissu des personnes qui sont un peu plus de 60 ans. Et c'est important de penser à ce groupe-là aussi. Ok, merci, Dr Jantou. Oui, allez-y. Fautine Zodio, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, parce que Raphaël disait tout à l'heure que nous n'avons pas besoin des vaccins. Parce que si on vaccine les Camerounais, ça cause d'autres maladies. Fautine viendra dire sur ce plateau que le gouvernement n'a pas... Non, c'est pas ce que j'ai dit. N'a pas de plan. En fait, il faut le bon vaccin pour les Africains. En substance, mais si on se précipite pour prendre le vaccin et que, entre guillemets, quelqu'un venait à mourir suite de ce vaccin-là, vous allez encore dire que le gouvernement allait vite en besoin. Raphaël, c'est la même chose que je suis en train de dire. C'est-à-dire, on peut regarder faire lorsqu'on a un plan. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas de plan. C'est-à-dire qu'un pays peut décider de ne pas vacciner sa population lorsqu'il est en train de travailler sur une autre piste qui semble plus efficace. Mais nous n'avons pas de plan. Vous vous souvenez, au début de la Covid, le ministre de la Recherche nous avait annoncé la mise sur pied d'une usine de production de chloroquine. On ne communique plus. Vous vous souvenez qu'on a décrété le confinement. On ne nous a pas dit quand est-ce que le confinement a pris fin. Mais les gens ne sont pas pourtant confinés. On a appelé au port de masque. On ne nous a pas dit quand est-ce que le port de masque a pris fin. Mais les gens ne portent plus les masques. Ça veut dire... Et je parlais d'un spectacle qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, ça veut dire que... Tout le monde a vu. Hein. Nous avons été au stade. Nous avons connu de très grands spectacles. D'abord, oui, bon, disons, nous avons le marché. Moi, je parle du marché central et du marché Mokolo. Oui. Je parle des spectacles, je parle des églises, je parle des mosquées, je parle des réunions associatives, ainsi de suite. Ça veut dire que nous n'avons pas la base de plan. Moi, je peux comprendre que certains pays soient réticents au vaccin. Mais ceux-là, par contre, même bien étant réticents au vaccin, développent d'autres technologies, d'autres sciences qui leur permettront de se prendre en charge au moment venu si à jamais le virus arrivait à devenir de plus en plus dangereux dans les zones. Sauf que dans le cas espèce du Cameroun, nous savons que nous n'avons pas de plan. Nous n'avons pas de plan parce que nous n'avons pas déjà eu de plan pour quoi que ce soit. C'est ça le problème de fond. Notre docteur du côté de la Belgique nous indiquait que le gouvernement camerounais n'a pas pu mettre sur pied une véritable équipe de scientifiques capable de commencer même les recherches. On nous a juste dit qu'on peut produire la chloroquine. Bon, voilà, on a des machines là qui peuvent nous faire, c'est pas 60 000 chloroquines par heure. Et après, on a vu c'était un moulin ou quelque chose de ce genre. Et puis, on est passé. Le ministre n'est plus jamais revenu dessus. Parlant du ministre madame la ministre de la Recherche scientifique, parlant du ministère de la Santé publique, est-ce qu'il y a une commission nationale de recherche autour du coronavirus qui fonctionne? C'est-à-dire que... Permettez, voilà. Le docteur et toi. Bon, Est-ce qu'il n'y a pas eu relâchement dans le suivi de cette pandémie?
Bon, Parce que même les chiffres, on ne les avait plus à une certaine époque. Hein. À certains moments, je pense on n'avait plus les chiffres. Est-ce qu'il y a eu un véritable comité de suivi Jusqu'à information contraire, oui. Tous les comités qui ont été mis en place n'ont pas été démantelés. Je sais qu'il y a une commission nationale de riposte contre le Covid qui est chapeautée par le Premier ministre. Jusqu'à la dernière information. Qui continue de se réunir? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle n'a pas été démantelée. Ouais. Je sais qu'il y a une commission scientifique qui entoure le ministre de la Santé, qui le guide dans les orientations scientifiques pour la prise en charge du Covid, qui choisit notamment les protocoles thérapeutiques, qui, de mes informations également, a réfléchi sur la stratégie vaccinale. Donc maintenant, vous êtes des journalistes, ce serait toujours mieux d'aller à la source pour essayer de voir comment leur travail est en train de se passer. Voilà, on permet à Poutine de terminer rapidement. Oui, donc je disais, le docteur rappelle encore, il y a une commission nationale de riposte, il y a des scientifiques autour du ministre. En fait, c'est comme la commission nationale de la décentralisation. Ce sont des institutions, des organes, des groupes concrets qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on crée parce qu'il y a l'urgence de créer pour que le monde ne dise pas que oui, ceux-là ne font rien. Mais dans le fond, ça ne fonctionne pas. Parce que si ça fonctionnait, c'est que les gens ont des rapports, c'est qu'ils communiquent, c'est qu'ils organisent des conférences et des presses pour informer la population du déroulement, du fonctionnement, des risques, ainsi de suite. Voilà. Oui, s'il vous plaît. C'est un débat d'espèces, ce n'est pas un débat citoyen. Je vais faire ce qu'on appelle le parallélisme de la forme. J'étais au Rwanda accompagné par un professeur. Nous animons un forum sur la paix et la sécurité dans la sous-région. J'ai fait ce parallélisme, pourquoi? Parce que quand nous citons les pays, comme j'étais au Rwanda, à Kigali, on regarde, est-ce qu'il y aura une intervention internationale? Je prends maintenant le cas du coronavirus. Est-ce qu'il y aura le vaccin? J'ai dit non. Puisque si vous regardez les chiffres donnés par le ministre de la Santé, vous regardez les chiffres donnés par d'autres panélistes à l'étranger, c'est insignifiant. On parle de 33 000 et 31 000. C'est insignifiant. On n'a pas besoin du vaccin. On n'a pas besoin du vaccin. On n'a pas besoin du vaccin. Moi, je fais une analyse scientifique. Regardez les cas aux États-Unis, en France, partout ailleurs. Les cas sont très élevés là-bas. Il y a autant de morts qu'au Cameroun. Nous sommes à 523. Pourquoi? Parce que l'État camerounais va atteindre le taux de 5% pour avoir l'argent à l'OMS. L'État veut l'argent à tout prix pour détourner. Voilà pourquoi on va atteindre un certain taux de 6%. Laissez-moi terminer. Je vous dis que, mon cher co-panaliste, je vous dis qu'on n'a pas besoin du vaccin. Moi, je suis scientifique. Je parle en qualité d'analyse. Le nombre de cas au Cameroun est insignifiant. Donc, il faut croire à ce que nous avons au Cameroun pour combattre ces fléaux. Pas du vaccin, parce que le nombre est insignifiant. C'est promis, on va revenir. Oui. C'est l'heure du journal. Hein? Okay, promis, docteur et toi. D'accord. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, des nouvelles sont préoccupantes concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Cameroun. Le cas du Covid-19, en l'espace d'un mois, 68 personnes sont mortes des suites de Covid-19. Le nombre de cas a triplé en 4 semaines. Les écoles publiques ne sont plus épargnées. Une école maternelle a été fermée à Douala depuis une semaine pour cause de détection des cas positifs chez des élèves et enseignants. Des parents se plaignent de ne pas avoir été informés. Que s'est-il réellement passé? Quel protocole a été mis en place? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et au moment où l'Afrique centrale fait face à la résurgence de la pandémie de Covid-19, confronté également au terrorisme transfrontalier, des concertations sous-régionales se déroulent au Palais de l'Unité à Yaoundé. Ce jour, le président de la République a reçu 2 émissaires, tchadiens et équato-guinéens. La quintessence de leurs échanges, nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous raconterons ce soir l'histoire du tout premier directeur de publication d'un quotidien devenu un industriel qui a mis sur pied un tricycle. Il envisage de pouvoir monter une industrie, une unité d'assemblage des tricycles au Cameroun. C'est l'histoire de Benjamin Zébazé. C'est un grand reportage à suivre dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h que va vous présenter dans un instant
Cédric Noufélé. Et juste après, ce sera le débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités en plateau à Douala, et également de l'autre côté, États-Unis et Belgique. Tout de suite, une page de pub, et après le 20h de Cédric Noufélé. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon.